Monsieur le Président de séance, professeur Grégoire Biévo, Monsieur le modérateur général, professeur Bruno Bekoroebe, chers collègues, majesté, personnalités traditionnelles ici présentes, distingués séminaristes, mesdames, messieurs. Je voudrais remercier le Saint-Tola pour cet immense honneur qui m'est fait. On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous avons regretté et nous continuons à regretter l'absence du professeur Patédiane, mais il se trouve que ça donne à d'autres l'opportunité de présenter une leçon inaugurale. Je remercie le Saint-Tola. La thématique que je voudrais aborder aujourd'hui est celle de la place de la culture dans les relations internationales africaines. Et je vous propose la feuille de route suivante. Dans une première phase, je vais aborder deux exemples, deux contextes. Le premier contexte sera celui de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, capitale impériale de l'Éthiopie. Le deuxième exemple qui sera pris sera celui, toujours dans le même endroit, de la bataille d'Adwa, dans laquelle l'Éthiopie infligea une cinglante défaite à l'Italie un certain 1er mars 1896. Ces deux exemples vont nous donner l'occasion de réfléchir sur la place que joue la culture dans l'une ou l'autre des circonstances. Dans une deuxième articulation, nous allons parler de manière générale de la posture africaine quant à la culture. Quelle est, de manière générale, dans le champ des relations internationales, la manière dont nous nous comportons quand il s'agit de la culture? Et pourquoi? Enfin, dans une troisième et dernière articulation, nous allons présenter quelques bribes de solutions à des problèmes qui auront été identifiés dans le premier élément et dans la deuxième partie. Donc voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, la feuille de route que je vous propose. Commençons par la première articulation. Et vous allez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi revenir sur un élément historique qui est déjà rentré dans le passé. Mais ce n'est pas du tout cela. Je pense qu'à la fin de la première partie, nous comprendrons tous l'actualité de la création de l'Organisation d'Unité africaine. Alors, avant la création de l'Organisation d'Unité africaine, il y a au moins deux tendances que beaucoup d'entre vous connaissent, deux groupes et deux coalitions diplomatiques. La première tendance, c'est celle de Casablanca, qui se réunit en janvier 1961. Et le problème de l'Afrique, au début des années 60, c'est que tout le monde parle de l'Afrique, tout le monde s'exprime sur l'Afrique, mais les Africains n'ont pas, en réalité, un mécanisme pour faire connaître leur voix. Et donc, le groupe de Casablanca qui s'est réuni en janvier 1961 comprend les pays suivants. Le Ghana de Kwame Nkrumah, l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, le Mali de Modibo Keïta, la Guinée d'Ahmed Sékou Touré, l'Éthiopie qui répond à cette invitation. Et vous avez donc, bien sûr, le Maroc du roi Mohamed V, dont le grand-père de l'actuel Mohamed VI. Et ces pays vont plancher sur un ordre du jour précis. Un, et vous verrez que les choses ne changent pas beaucoup, le Congo.
La position du groupe de Casablanca est claire. L'intervention des Nations Unies au Congo est condamnée par ce groupe comme étant de la manipulation néocoloniale. Deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'Algérie. Le groupe de Casablanca condamne la France pour ses visées néocoloniales et pour sa prétention à considérer l'Algérie comme une partie intégrante de la France et plaide pour l'indépendance totale et complète de l'Algérie. Troisième point, l'Afrique du Sud. La position du groupe de Casablanca est de condamner sans réserve l'odieux système d'apartheid qui sévit en Afrique du Sud, en même temps que la discrimination raciale dont sont victimes ceux qui vivent dans les colonies portugaises, Angola, Mozambique en particulier, et toutes les autres colonies portugaises, et bien sûr, demande la décolonisation complète au total de l'Afrique. Quatrième et dernier point à l'ordre du jour à Casablanca, il s'agit des modalités de l'unité et de l'intégration africaine. Là, le groupe de Casablanca est on ne peut plus clair. Unité immédiate et totale de l'Afrique, sans concession. Ils disent que l'Afrique ne peut plus attendre et n'a rien à attendre, mais doit s'intégrer globalement, c'est-à-dire l'ensemble des pays africains, et immédiatement, demandant un gouvernement africain, une nationalité africaine, un marché commun africain, des forces de défense africaines, bref, une africanité globale, totale et immédiate. On reconnaît bien là le centre de cette position en la personne du docteur Kwame Nkrumah. La même année, 1961, mais au mois de mai, va se réunir le groupe dit de Monrovia. Ce groupe comporte 19 États, alors que le premier en avait 6. Et ce groupe a un positionnement, comme vous allez le constater, différent. Il va revenir sur les mêmes problèmes qui hantent l'actualité internationale de l'Afrique du début des années 60. Premier point de l'agenda, le Congo, Léopoldville. Eh bien, le groupe de Monrovia, qui se compose du Nigeria, de Sir Tafawa Balewa, de la Côte d'Ivoire, de Félix Houphouët-Boigny, du Cameroun, de Amadou Ahidjo, du Gabon, de Léon Mba, du Congo, Brazzaville, de l'abbé Fulbert Youlou, du Madagascar et de la Mauritanie, de Mokhtar Ould Nada, du Sénégal, du président poète Léopold Sédar Senghor. Bref, 19 États, mais aussi à Casablanca, avait siégé l'Éthiopie de l'empereur Haïlé Sélassié. Toujours. Donc ils ont assisté aux deux. Dans l'agenda, dans l'ordre du jour, comme je l'ai dit, premier point, le Congo de Brazzaville. Le groupe de Casablanca va féliciter l'action stabilisatrice de l'Organisation des Nations Unies au Congo. S'agissant du deuxième point inscrit à l'ordre du jour, l'Algérie, le groupe de Monrovia, je parle du groupe de Monrovia. Le groupe de Monrovia va dire sa satisfaction devant l'attitude responsable de la France et demander de ne pas procéder à une escalation dans ses interventions au niveau de l'Algérie. C'est-à-dire, en d'autres termes, demande une retenue dans l'escalade constatée depuis 1958 en Algérie. Il n'y a pas de condamnation. Troisième point inscrit à l'ordre du jour, il s'agit de l'Afrique du Sud.
et l'apartheid. Là, le groupe de Monrovia va également condamner l'Afrique du Sud, condamner l'apartheid, condamner la discrimination raciale qui sévit dans les régions contrôlées par le Portugal et demander également la décolonisation de l'Afrique. S'agissant du quatrième et dernier point inscrit à l'ordre du jour, le groupe de Monrovia va s'insurger contre les velléités unitaires qu'il considère comme étant précipitées du groupe de Casablanca. Le groupe de Monrovia n'est pas contre l'unité africaine, mais il est contre la méthode proposée par le groupe de Casablanca. En fin de compte, le groupe de Monrovia va se prononcer pour une unité, une intégration continentale, mais à l'échelle purement économique, choisissant des regroupements sous-régionaux. Donc le groupe de Monrovia va rejeter l'idée d'une citoyenneté commune immédiate, d'un marché commun immédiat, des forces de défense immédiates, en disant que l'accord est obtenu pour l'unité africaine, mais en phase progressive et en commençant par une unité économique et sous-régionale, et non pas politique. Voilà les deux positions. Et nous allons maintenant nous demander comment est-ce possible que 2 ans plus tard, on est en mesure de parler de la création de l'Organisation du Sud africaine. Eh bien, l'une des raisons centrales pour laquelle cela est possible, c'est ce qu'on appelle dans la mystique de la politique internationale africaine, la notion d'unité. La notion d'unité est une notion qu'aucune des factions africaines n'ose défier de manière frontale. Chacune des factions, groupe de Casablanca d'abord, janvier 61, groupe de Monrovia, mai 61, ces 2 factions vont se positionner comme des avocats de l'unité, mais pas de la même unité. Déjà, donc, il y a ce petit dénominateur commun entre les deux. Mais ce qui va vraiment pousser vers la route d'un débat, c'est le fait que les dossiers majeurs qui divisaient les 2 factions vont, comme par extraordinaire, connaître des dénouements heureux ou malheureux, mais en tout cas des dénouements. Premier dossier qui divise les 2 factions, bien sûr, c'est Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, considéré comme un héros, comme un demi-dieu, comme un valeureux africain par le groupe de Casablanca, et considéré avec beaucoup de défiance par le groupe de Monrovia. Malheureusement pour lui, pour avoir fait un discours héroïque, courageux, le 30 juin 1960, c'est-à-dire le jour de l'indépendance du Congo Léopoldville, pour avoir fait ce discours dans lequel Patrice Emery Lumumba récuse l'idée selon laquelle l'indépendance est un acte magnanime de la Belgique et affirme que l'indépendance est un droit humain auquel les Congolais n'ont que trop longtemps pour lequel les Congolais n'ont que trop longtemps attendu. Il dit donc qu'il n'est pas question de remercier la Belgique, encore moins ici présent, et que le Congo Léopoldville va montrer au monde ce que c'est que être une nation libre, indépendante et digne. Pour avoir osé faire ce discours, eh bien 6 mois plus tard, excusez, nous ne sommes pas là dans le domaine, bien sûr, des petits sentiments. 6 mois plus tard, Patrice Emery Lumumba sera coupé à la tronçonneuse, parce que c'est des choses qu'il faut savoir. Coupé à la tronçonneuse, au Katanga, et ses restes seront dilués dans de l'acide chlorhydrique. Et on ne verra plus jamais les restes
de Patrice Emery Lumumba. Voilà le crime qu'il a commis, celui de réclamer la dignité, non pas des Congolais, il faut bien comprendre cela, mais la dignité de l'ensemble de l'Afrique, pas seulement sur le continent, mais de l'Afrique dans ses extensions mondiales. Donc il meurt, et le dossier de Patrice Emery Lumumba va donc maintenant être rangé, et la pomme de discorde qui séparait les deux factions va contribuer plutôt à partir et à les rapprocher. Deuxième point qui explique le rapprochement, c'est l'accession à l'indépendance de l'Algérie après les accords d'Évian de 1962 et 1963, donc l'Algérie devient indépendante et ce désaccord autour de l'Algérie également est rangé. Et c'est la troisième raison, c'est la diplomatie éthiopienne. Vieille de plusieurs milliers d'années, la diplomatie éthiopienne est celle qui va rapprocher la Convention de Casablanca et la Convention de Monrovia pour faire ce qu'on va appeler la charte de l'OUA. Et donc, en réalité, si ça avait été ailleurs, on n'aurait jamais vu la naissance de l'OUA. Mais à cause de la mystique culturelle de l'unité, qui est celle que partagent tous les Africains, on ne pouvait pas ne pas voir quelque chose à Addis Abeba. La diplomatie éthiopienne va donc se mettre en jeu, et l'Éthiopie est acceptable aux deux factions. Pourquoi? Parce que pour le groupe de Casablanca, l'Éthiopie a une histoire inviolée, une histoire digne, une histoire qui a montré que les Africains sont un peuple debout. Donc il est acceptable au groupe de Casablanca. L'Éthiopie est acceptable au groupe de Monrovia, parce qu'après tout, le roi, l'empereur Haïlé Sélassié Ier appartient bien à la dynastie aristocratique, donc fait partie, en réalité, de ce qu'on appelle plus ou moins les modèles. Voilà pourquoi l'Éthiopie va prendre la première place dans l'organisation. Mais aussi, l'Éthiopie dispose d'un appareil diplomatique bien rodé, avec des diplomates bien formés, et c'est pour ça que tout le monde va accepter d'aller à Addis Abeba pour le mois de mai 1963. Ce qui va se passer à Addis Abeba est le cœur de mon exposé. Et n'a pas souvent été analysé de mon point de vue. Je peux me tromper, je n'ai pas tout lu. Mais depuis 30 ans quand même, je lis un certain nombre de documents dans ce domaine. L'Organisation de l'Unité africaine est le nom de la charte qui sera discutée à Addis Abeba. Ce sera la charte de l'ONU. Mais qu'est-ce qui va se passer à Addis Abeba? D'abord, le groupe de Casablanca accepte d'aller à Addis Abeba avec le secret espoir de ramener tous ses frères africains enfin à la raison. Le docteur Kwame Nkrumah, formé au Ghana, formé aux États-Unis, formé en Angleterre, va dire que l'indépendance politique est un leurre, est une illusion, si elle n'est pas soutenue par l'indépendance économique et par l'autonomie et la souveraineté. Voilà la position de Kwame Nkrumah. Il accepte, avec ses pairs, d'aller à Addis Abeba avec le secret espoir, disais-je, de convaincre ses pairs et les ramener à la raison, pour leur dire qu'il n'y a pas d'indépendance, mes chers frères, mes chères sœurs, si vous n'avez pas le contrôle de votre destinée. Il va donc écrire un livre, Africa Must Unite, qui sort en 1963, mais qui sort un mois seulement avant la tenue du sommet. C'est-à-dire donc en avril 1963, publié aux éditions Pall Mall, 1963 à Londres. Africa Must Unite. Et dans Africa Must Unite, il ramène tous les points dont j'ai parlé et qui avaient été discutés à Casablanca. Le groupe de Monrovia accepte d'aller à Addis Abeba parce qu'il se dit que, en tout état de cause, si le pire arrive au pire, on passera au vote.
Et quand on va passer au vote, ils sont 19, le groupe de Casablanca, ils sont 6. Donc en aucun cas, on ne peut leur imposer des résolutions pour lesquelles ils ne sont pas d'accord. En passant par la démocratie, évidemment, ce mécanisme privilégie ceux qui sont numériquement plus nombreux. Ils vont donc tous les deux aller à Addis Abeba. La rencontre d'Addis Abeba va se dérouler en 2 phases, bien distinctes. Elle se déroule du 22 mai 1963 au 27 mai 1963. La première phase est une phase de confrontation. Celui qui va ouvrir les hostilités s'appelle Dr Kwame Nkrumah. Il prendra le rôle de porte-parole du groupe de Casablanca, dont on avait pensé que les 2 groupes avaient été dissolus avant le début de la réunion. Que nenni, ce n'était pas le cas. Il dira à ses compères, dans une allocution qui est restée dans l'anthologie des relations internationales africaines, que ceux-ci se trompent lourdement. Qu'en fait, en lieu et place d'indépendance, nous allons assister, et il a utilisé ce terme, à une recolonisation de l'Afrique, si cette dernière s'entête à ne pas se mettre ensemble. Voilà la quintessence de sa communication. Quelque temps après, celui qui va lui répondre sera Sir Tafawa Balewa, Premier ministre du Nigeria, et il va dire au nom du groupe de Monrovia que même dans le contexte africain, on n'épouse pas une femme, on épouse une famille. On n'épouse pas une femme, on épouse un clan. Et que de pareils mariages nécessitent que l'on connaisse au moins la famille vers laquelle on est en train d'aller prendre alliance. Et que les prétentions du docteur Kwame Nkrumah sont des prétentions précipitées. Et que le groupe de Monrovia ne récuse pas l'idée d'unité, mais ne veut pas d'une unité qui va emmener l'Afrique dans l'aventure. En réalité, cette position est celle du groupe de Monrovia. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura 126 prises de parole. Et le monde entier commence à voir que nous sommes en train d'aller droit dans un mur d'échec. Et le 24 mai, à minuit moins 12 minutes, je n'étais pas là, je n'avais que 4 ans, donc je ne pouvais pas relater tout cela, mais tout cela est lu. Pourquoi est-ce que nous parlons de la Grèce antique du 4e siècle avant Jésus-Christ? Nous n'étions pas là non plus. Mais quand il s'agit de l'Afrique, on dit toujours, mais est-ce que vous étiez là, professeur? Je demande, vous étiez à la Grèce antique, vous? Non. Donc, nous avons le droit de parler de nos affaires. À minuit moins 12, quand il apparaît déjà que les délégués réunis à Addis Abeba risquent de connaître ce que personne n'ose envisager, c'est-à-dire un échec de la conférence constitutive de l'horizon africaine, eh bien, un Deus ex machina va prendre la parole. Et ce Deus ex machina s'appelle Ahmed Ben Bella, président de la République du gouvernement provisoire d'Algérie. Ahmed Ben Bella va parler pendant seulement 3 minutes, pas plus. Mais les plus longs, les discours les plus significatifs ne sont jamais longs. 3 minutes qui vont changer le cours de l'histoire de l'Afrique. Ahmed Ben Bella prend la parole et dit ceci. Comment, mes chers frères et sœurs, pouvons-nous parler de l'unité de l'Afrique à propos d'un continent qui est encore contrôlé dans ses grandes parties par des entités non africaines? Il n'y a pas de logique à cela. Ce qui est logique et rationnel, c'est d'abord de procéder à la libération totale et complète de l'Afrique, d'abord, et ensuite procéder à son unité
qui sera incontestablement forte. Voilà le discours que va apporter Ahmed Ben Bella d'Algérie. Et il va dire, pour passer de la parole à l'acte, il va dire, dès demain, l'Algérie est prête à envoyer 10 000 moujahidines, c'est-à-dire les paysans combattants qui sont déjà rompus à la tâche dans leur lutte contre la France, les envoyer en Afrique australe pour libérer l'Afrique australe, pour que soit unie, pour que soit libérée l'Afrique. Et il termine son propos en disant, nous devons tous accepter de faire couler de notre sang pour que l'Afrique soit digne, libre et respectée. Quand il finit de parler, la salle est saisie d'un sentiment d'intense émotion. Et c'est comme ça donc que les différents délégués vont se lever. Comme vous savez, on s'est bien dansé, manifester notre joie dans les fêtes. Hein. Les Africains, nous sommes très très bons pour ça. Donc on va esquisser des pas de danse. Et puis, c'est sur ces pas de danse que les délégations, les unes après les autres, vont se lever pour venir signer la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est là que rentre la réflexion dont je voudrais vous faire part maintenant. Ce qui est signé à Addis Abeba s'appelle bel et bien la charte de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Mais en réalité, à l'analyse froide, ce que vont signer les plénipotentiaires africains, ce n'est pas un mandat sur l'unité de l'Afrique. Pourquoi? Parce que sur ce registre, précisément, il n'y a pas eu accord, il n'y a pas eu consensus, il n'y a pas eu une plateforme commune qui fasse que les États africains aient arrêté des modalités d'implémentation de l'unité continentale. Il n'y en a pas. Mais ce qu'il y a eu, par contre, à Addis Abeba, c'est un accord total, indiscutable et intégral sur la nécessité de libérer le continent. Et c'est la raison pour laquelle, en réalité, moi j'appelle cela le grand malentendu d'Addis Abeba. Et j'appelle cela libération ou unité du continent. Point d'interrogation. En réalité, ce qu'on a obtenu, c'était le consensus incontestable pour que la libération de l'Afrique se passe. Et c'est pour ça que ce qui est né à Addis Abeba, ce n'est pas l'OUA, c'est l'OLA. C'est l'Organisation de libération de l'Afrique pour laquelle on a signé, mais en pensant avoir signé l'OUA. Les choses vont arriver à s'aggraver. Pourquoi? Parce que quand l'empereur Haïlé Sélassié Ier, roi des rois, descendant de la tribu de Juda, ça fait partie de ses noms, eh bien, quand il prend la parole, c'est encore plus de confusion. Parce qu'il félicite chaque délégué pour avoir accompli ce que les peuples africains attendaient d'eux. Vous voyez qu'on est en pleine confusion. Donc eux-mêmes pensent avoir fait quelque chose qui en réalité